Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Donc la PCR a été, on va dire, mise au point en 1983 par Mullis. Elle est basée sur l'amplification in vitro d'un fragment. Donc si on veut un fragment qui soit amplifié, c'est-à-dire en grande quantité, on utilise une TAC polymérase un petit peu spéciale, des amorces, des DNTP, et on fait cette polymérisation in vitro. Alors, principe général de la PCR, donc vous avez ici l'ADN cible, que je voudrais amplifier. Donc, je vais passer par 3 étapes, la dénaturation, pour séparer les deux brins, l'hybridation de mes 2 amorces, donc 1 et 2, en utilisant la TAC polymérase. Donc l'élongation, donc ça c'est l'étape d'hybridation des 2 amorces. Une élongation à 72 degrés Celsius, qui est donc la température d'action de la TAC. Et chaque cycle, je vais dédoubler un petit peu l'ADN. Donc après 2 cycles, j'ai 4 copies. Après donc le 3e cycle, j'ai 8 copies. Et surtout, ce qui m'intéresse, j'ai ce qu'on appelle l'amplicant. C'est à partir de ça que ma PCR va commencer et le taux va augmenter à chaque cycle. Et après, donc dans la PCR conventionnelle, on fait donc une électrophorèse sur gel d'agarose pour voir un petit peu si notre PCR a marché ou non. Donc on a en PCR donc normale, on ne peut pas savoir si notre PCR donc a amplifié ou non jusqu'à la fin. En PCR quantitative ou bien en temps réel, alors je vais suivre ce processus d'amplification. Comment je vais le suivre? C'est en utilisant tout simplement de la fluorescence. Donc j'ajouterai dans le mix réactionnel certaines substances qui sont fluorescentes, qui émettent une fluorescence dans certaines conditions. C'est avec ça que je vais suivre un petit peu le processus d'amplification. Donc je vais collecter ma fluorescence, donc je vais la quantifier. Cette quantification est proportionnelle, on va dire, à la quantité d'ADN présente dans mon milieu réactionnel. Et donc à chaque instant, je peux avoir la quantité d'ADN présente. C'est pour cela qu'on l'appelle PCR quantitative. C'est-à-dire je peux doser la quantité d'ADN qui est présente. La PCR en temps réel passe en 3 étapes. On a un petit peu ce genre de schéma. Donc dans la première étape, on l'appelle l'étape de bruit de fond, c'est-à-dire je n'ai pas encore d'amplification. Donc le nombre de cycles, c'est-à-dire 15 cycles ou 20 cycles, je ne pourrai pas détecter la fluorescence. Donc je peux avoir une amplification, mais insuffisante pour la détecter. Et arrivé à un certain point, donc le seuil de détection, je vais rentrer dans une autre phase qu'on appelle la phase exponentielle. Donc dans cette phase, je vais dédoubler l'ADN. Et c'est ici que je vais faire mes mesures. Ce seuil à peu près, il faudrait environ 10 puissance 10 milliards de copies de produits de PCR pour commencer la détection. Et bien sûr, ce nombre de cycles-là, donc ce point-là de seuil, dépend, on va dire, de la quantité initiale de votre ADN. À titre d'exemple, si vous démarrez d'1 million de copies initiales, au bout du 14e cycle, vous pouvez commencer à faire la détection. Si vous commencez à 1000 copies, il faudrait 25 cycles. Si vous commencez à une seule copie, vous faites en 3 cycles. Donc vous voyez ici une copie d'ADN, je pourrais éventuellement, à partir du 3e cycle, de commencer à détecter et à quantifier l'ADN. Contrairement aux autres PCR où il faudrait quand même une grande quantité d'ADN de départ. Donc dans la phase exponentielle, c'est là où je vais mesurer et quantifier mon ADN. Arrivé donc à une phase de saturation, vous savez que la PCR, donc elle utilise des enzymes, elle utilise une enzyme, elle utilise des amorces. Donc le milieu commence, donc le mélange réactionnel commence à s'épuiser, et certains composants de la réaction deviennent limitants. Donc toutes les mesures que je vais faire, je vais les faire donc dans la phase exponentielle.
Alors, quels sont les avantages de cette PCR quantitative? Le premier avantage, c'est que c'est simple, c'est-à-dire elle ne nécessite pas, on va dire, une grande connaissance de la PCR, c'est-à-dire un étudiant ou un technicien, c'est facile, il peut facilement la manipuler. Surtout maintenant où on vous vend tout. C'est-à-dire vous n'avez qu'à extraire votre ADN, vous mettez votre échantillon d'ADN et vous amplifiez. Elle est spécifique, c'est-à-dire en utilisant des amorces, et certains types de PCR quantitative utilisent des sondes. Je pourrais éventuellement vérifier est-ce que ce que j'ai amplifié est bien le gène désiré ou non. Alors qu'avec la PCR, on va dire, conventionnelle, vous ne pouvez pas le faire. Il faudrait faire peut-être passer par une hybridation moléculaire. Elle est sensible, c'est-à-dire comme je vous l'ai montré, vous pouvez démarrer d'un échantillon d'ADN qui est très dilué, qui n'a pas beaucoup d'ADN dedans, et vous pouvez à la fin avoir cette quantification et avoir cette détection. Enfin, c'est très rapide, et ce qui nous intéresse surtout en bactériologie clinique, la rapidité. Pourquoi? Parce que simplement passer par la PCR conventionnelle, ça prend beaucoup de temps. Et vous savez que lorsque vous avez un patient, donc le temps compte pour lui. Également, avec l'optimisation des équipements actuellement disponibles sur le marché, donc la détection passe à 1 heure à peu près. Donc en 1 heure, vous avez les résultats. Donc, on vous envoie par exemple un échantillon d'urine, un échantillon de sang ou un LCR. En 1 heure, vous pouvez savoir oui ou non, y a-t-il de la méningite, y a-t-il une infection, il n'y a pas d'infection, il y a de la résistance ou non. Réduire les risques de contamination parce que tout simplement, ici l'opérateur ne manipule plus. Une fois que vous mettez votre plaque PCR ou votre tube de PCR dans le thermocycleur, donc la détection se fait automatiquement. Vous n'ouvrez plus, on va dire, les tubes pour faire de l'électrophorèse. Donc il y a un moins de risque de contamination par de l'ADN étranger. L'assurance qualité des étapes d'extraction et de l'amplification. Quand je fais généralement de la qPCR, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un contrôle interne qui est, dans certains cas, la bêta-globine humaine. Donc j'ajoute un fragment d'ADN de la bêta-globine, j'ajoute ces amorces, j'ajoute une sonde, et à la fin, je peux savoir si ma PCR a marché ou non, en voyant un petit peu ce que j'ai amplifié ou non le gène de la bêta-globine humaine. Donc je pourrais suivre éventuellement l'étape de l'amplification, chose qu'on ne peut pas faire avec la PCR normale. Donc les sondes fluorescentes également, avec donc le développement des sondes fluorescentes, je pourrais donc savoir si ce que j'ai amplifié est le bon ou non, faire du multiplex, c'est-à-dire détecter plusieurs gènes à la fois, et savoir s'il y a des mutations ou non au niveau de ma séquence nucléotidique. Enfin, donc actuellement dans le commerce, il y a des trousses, c'est-à-dire où on vous met tout y compris donc les amorces, y compris les sondes. Comme je vous l'ai dit, donc l'opérateur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'à ajouter l'ADN et lancer le thermocycleur. Alors comment je vais quantifier? Donc pour quantifier, il me faudrait de la fluorescence. Un émetteur, donc quelque chose qui doit émettre de la fluorescence. Il y a deux grands types, soit les agents liant l'ADN, donc les agents intercalants par exemple, comme le BET, le Cybergreen, ou bien les sondes fluorescentes. Qui dit sonde veut dire qu'il faudrait un design. Pour ça, il faudrait savoir, donc avoir le gène, connaître sa séquence et faire la sonde. C'est comme si vous faites des amorces, c'est le même principe. Donc il y a 4 types de sondes. Il y a ce qu'on appelle le TACMAN, donc l'hydrolyse de sondes. Il y a l'hybridation de 2 sondes. Il y a les balises moléculaires de Bicons, ou bien les amorces Scorpion. Donc toutes les 4 sont basées sur des sondes moléculaires. Elles diffèrent de l'une ou de l'autre de la technologie utilisée, donc on va dire dans le laboratoire. On s'intéressera à 2 exemples, donc les agents liants et les sondes TACMAN. Alors dans le premier cas, donc les agents intercalants, donc on utilise soit les agents intercalants comme le Cybergreen qui est le plus utilisé, ou bien les agents qui se fixent sur le sillon mineur. Donc le principe c'est qu'ils n'émettent de la fluorescence que lorsqu'ils sont en double brin. Ça veut dire que lorsque j'ai les simples brins,
vous savez qu'en Saint-Arcal, dans la double hélice d'ADN. Donc, quand vous avez du simple brin, il n'y a pas, on va dire, de fluorescence. Cette fluorescence est, on va dire, détectée lorsque j'ai du double brin. Donc, chaque fois que vous augmentez le nombre, on va dire, d'amplicants, chaque fois, donc, que la fluorescence augmente. Donc, on utilise le plus actuellement, donc, la technologie, donc, auparavant, ils utilisaient le BET, mais maintenant, on utilise le CyberGreen. Il est moins toxique que le BET, moins économique, d'accord, plus facile à utiliser. Surtout également, il n'inhibe pas la réaction de PCR, contrairement au BET. Donc, on n'utilise pas de sonde fluorescente dans ce cas-là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez amplifié. Donc, vous devriez vous fier uniquement à vos amorces. Alors, ici, par exemple, vous avez le schéma général d'un light cycler. Donc, ici, donc, la première réaction, vous avez donc le CyberGreen, il est libre. Donc, les molécules sont ici en vert, donc elles sont libres. Dans la deuxième étape, où vous avez donc vos amorces commencent, les amorces sont hybridées et je commence à avoir, on va dire, l'amplification. Une petite quantité de fluorescence va être détectée, mais surtout, donc la fluorescence, elle est détectée une fois que l'amplicant a été donc obtenu. Voilà un exemple de courbe qu'on obtient. Ici, donc, ce pic-là, donc à la température, donc ce que je vérifie ici, donc c'est la température d'hybridation. Donc, c'est là où j'ai mon produit amplifié. Ici, c'est par exemple parfois lorsqu'on fait un design d'amorce et que la personne donc a mal fait donc son design, où il y a les dimères d'amorce, où les amorces peuvent également donc se dimériser. Je pourrais éventuellement les séparer parce que tout simplement donc les deux pics sont très éloignés en utilisant la température d'hybridation comme référence. Pour le deuxième type, donc les TACMA, donc elle est basée sur l'activité exonucléasique de la TAC. Alors, dans la sonde, j'ai en 5', je vais ajouter un émetteur, donc quelque chose qui émet de la fluorescence, comme la 6-carboxyfluoricine. Et en 3', donc je vais, on va dire, bloquer cette fluorescence. Donc je vais ajouter ce qu'on appelle un quencher, comme la Tamara, la 6-carboxytétraméthylrhodamine. Alors, exemple ici. Une fois que votre TAC polymérase arrive, elle va dégrader donc le 5', elle va commencer par le 5', et elle va libérer le reporter qui va nous donner un petit peu notre fluorescence. Alors, si on compare la spécificité, surtout c'est l'hybridation de la sonde ici, dans le TACMAN, chose que je ne peux pas faire avec le CyberGreen. Pour la flexibilité, donc je peux faire le multiplex, donc puisque je peux utiliser plusieurs sondes et plusieurs types de, on va dire, de fluorescence, rouge, verte, et ce que vous voulez. Donc l'optimisation, donc c'est standardisé, et surtout c'est dépendant du gène ciblé. Alors l'extraction d'ADN, donc rapidement, auparavant on faisait l'extraction par phénolchloroforme. Actuellement, donc il y a des robots qui le font à notre place. L'intérêt tout simplement, c'est que c'est rapide, 15 à 20 minutes. Et vous voyez, on peut aller par exemple jusqu'à 86 extractions en une seule fois. Pourquoi on utilise la PCR dans le diagnostic des infections bactériennes? Parce que tout simplement, je peux détecter rapidement les micro-organismes dans les échantillons cliniques. C'est-à-dire, je ne passe pas par la culture. Et la culture, parfois, ça peut durer des jours et des mois. Également, je pourrais étudier directement les gènes de résistance sans passer par les antibiogrammes. Donc, je cherche un gène de résistance. S'il y est, je sais que j'ai beaucoup de chances que mon traitement ne va pas marcher. Donc, comme exemple, vous avez la tuberculose. Vous savez que la tuberculose, pour le cultiver, il vous faut au moins 21 jours, dans certaines conditions. Et également, il faudrait séparer entre le tuberculosis et les autres, qui sont atypiques, c'est-à-dire qui c'est dans le complexe mycobactérien. Et également, en utilisant du multiplexage, je pourrais éventuellement, non seulement donc détecter le mycobactérium, et également la résistance à la rifampicine ou bien à l'isoniazide.
quelques applications. Donc ici, donc, je vais vous montrer un petit peu dans le cas du SARM, qu'est-ce qu'on fait. Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. En conventionnel, donc, je dois donc, faire par exemple un écouvillon nasal. Je dois donc faire la culture, étudier par exemple la catalase, le gramme, etc. Pour voir un petit peu sa résistance, il me faudrait passer par exemple par le VITEC, un lecteur de cartes, étudier un petit peu la CMI, ça prend 48 heures à 72 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.